Hi Vogue, this is Carla Bruni, and today I'll be looking through my life in Imaginez une silhouette gracile, un port de tête altier, des yeux mi-clos qui semblent vous défier et vous séduire dans un même regard. Elle a défilé pour Dior, posé pour les plus grands, chanté ses propres poèmes sur des scènes intimes et dormi à l'Élysée. Carla Bruni n'a jamais vraiment appartenu à une seule sphère. Trop mannequin pour être pris au sérieux dans la chanson, trop chanteuse pour rester dans la mode, trop célèbre pour incarner l'épouse discrète d'un président, trop libre pour ne pas déranger. Dans les années 90, elle incarne l'élégance à la française sur toutes les couvertures de magazines. Puis, sans prévenir, elle change de peau. Muse musicale, femme publique, personnalité politique. Une mue qui n'a rien d'innocent. Car derrière cette ascension se cache un cortège de controverses. Liaisons avec des hommes puissants, accusations d'opportunisme, photos dénudées ressorties dans la presse du jour au lendemain. After a concert in Paris a few years ago, we went to meet Bob Dylan. He gave Mais his que sait-on vraiment de Carla Bruni, au-delà des flashs et des titres scandaleux? Était-elle une manipulatrice ou une femme trop vite jugée? Une icône construite ou déconstruite par les fantasmes des autres? Une chose est certaine, son parcours est un cas d'école. Celui d'une femme qui a tout traversé, le glamour, le pouvoir, le rejet, sans jamais perdre cette énigmatique assurance, cette façon unique de regarder le monde, depuis une scène, un podium ou un palais. Carla Gilberta Bruni Tedeschi voit le jour le 23 décembre 1967, à Turin, au sein d'une famille que l'on pourrait presque qualifier d'aristocratie culturelle italienne. Son père présumé, Alberto Bruni Tedeschi, est un industriel richissime, mélomane et mécène. Sa mère, Marisa Borini, est pianiste de concert, élégante et exigeante, baignant ses enfants dans les sonates et les silences disciplinés des salons feutrés. Mais l'harmonie de cette famille d'artistes et de financiers n'est qu'apparente. Dès ses premières années, Carla apprend à évoluer dans les non-dits, les regards furtifs et les vérités retouchées. Ce n'est que bien plus tard, à l'âge adulte, qu'elle découvrira que son véritable père biologique était un autre homme, Maurizio Remert, un homme d'affaires brésilien qu'elle finira par reconnaître publiquement. Une révélation intime, dérangeante, qui viendra ébranler l'image bien polie de son arbre généalogique. En 1975, alors que les brigades rouges terrorisent l'Italie et que les enlèvements deviennent monnaie courante chez les grandes fortunes, la famille Bruni Tedeschi décide de fuir. Direction, la France. Paris devient leur refuge, leur anonymat précieux. Carla, elle, débarque dans un pays dont elle ne parle pas la langue, mais dont elle adopte très vite l'élégance discrète et l'art du détachement. À Neuilly-sur-Seine, elle fréquente les écoles les plus huppées, sans jamais vraiment se fondre dans la masse. Trop belle, trop étrange, trop différente. Elle n'a pas encore 10 ans qu'elle ressent déjà ce fossé entre elle et les autres. Une distance qu'elle apprendra à cultiver comme une armure. Dans cette adolescence franco-italienne, Carla est une énigme. Elle se passionne autant pour la littérature que pour le silence. Elle lit Rilke, écoute Bach, mais peut rester des heures devant le miroir à observer son propre reflet, non pas par vanité, mais pour apprivoiser ce visage que tout le monde semble admirer. À la maison, l'ambiance est feutrée mais froide. Sa mère perfectionniste exige l'excellence, tandis que sa sœur aînée Valeria Bruni Tedeschi, future actrice et réalisatrice, incarne déjà la sensibilité extravertie. Carla, elle, est l'introvertie magnétique, la présence discrète qu'on n'oublie jamais. Mais cette enfance dorée a ses ombres. Derrière les rideaux de velours et les écoles de prestige, il y a une jeune fille qui doute, qui observe le monde adulte avec une méfiance aiguë. Elle comprend très tôt que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans l'image. Une robe bien coupée, un regard au bon moment, un silence bien placé, ce sont là des armes bien plus redoutables que les discours. Et dans un monde où les femmes sont souvent jugées avant même de parler, Carla décide inconsciemment de devenir la meilleure dans cet art-là. À 16 ans, elle est déjà plus grande que sa mère, plus élégante que ses camarades, plus lucide que bien les adultes. Son regard porte loin, au-delà des murs de Neuilly, au-delà des salons de musique classique. Elle veut autre chose. Pas forcément la célébrité, mais une forme de liberté, une sortie de cadre, une scène où elle pourrait enfin exister autrement que comme la fille d'eux. Et c'est précisément cette tension intérieure entre privilège et désir d'émancipation qui va tracer sa route dans les années à venir. En somme, Carla Bruni ne vient pas d'un monde de misère ni de chaos, mais elle ne vient pas non plus d'un monde stable ou simple. Elle est née au sein d'un décor parfait, fissuré de l'intérieur, et c'est peut-être cela qui l'a rendue si insaisissable. Elle a appris très tôt à sourire en silence, à se méfier des apparences,
a transformé chaque faille en mystère. Ce n'est pas un cliché hollywoodien. Personne ne l'a repéré dans un centre commercial, ni arraché à l'anonymat d'un jour pluvieux. Non. L'entrée de Carla Bruni dans le monde du mannequinat est une décision, presque un calcul. À 19 ans, elle sait déjà que les bancs de la Sorbonne, où elle s'essaye à l'histoire de l'art, ne la mèneront nulle part, où elle se sent vivante. Elle lit encore beaucoup, note des pensées dans ses carnets. Mais une énergie nouvelle l'appelle ailleurs. Pas dans les musées, mais sur les podiums. Ce sont des amis de la famille, puis un photographe, qui la poussent à tenter l'aventure. On lui parle de son port de tête, de sa démarche lente, presque féline, de ce regard qui, sans effort, traverse l'objectif. Elle accepte une séance photo d'essai, presque par jeu. Mais dès le premier flash, quelque chose bascule. Carla ne joue plus. Elle comprend instantanément que son corps est une arme, que le silence qu'elle porte depuis l'enfance peut devenir une esthétique, un langage. L'appareil l'adore, et elle, pour la première fois, se sent vue, mais autrement. Sa mère désapprouve. Pour une femme élevée dans les conservatoires, l'idée de poser devant des objectifs pour vendre des vêtements frôle l'indécence. Quant à son père adoptif, il voit cela comme une lubie passagère, une distraction bourgeoise. Carla n'argumente pas. Elle avance, doucement, mais sûrement. Il ne s'agit pas pour elle de choquer, encore moins de fuir. Il s'agit de prendre le contrôle, sur son image, sur sa trajectoire, sur son nom. En 1987, elle signe son premier contrat avec une agence de mannequins parisienne. Très vite, son book circule, les appels affluent. Ce n'est pas une ascension fulgurante, mais une montée implacable. Elle travaille, elle observe, elle apprend. Contrairement à d'autres jeunes mannequins de l'époque, elle ne se laisse pas éblouir par les paillettes. Elle repère les jeux d'influence, les faux sourires, les tensions dans les backstage. Et surtout, elle comprend que dans ce milieu, chaque seconde compte. Il ne suffit pas d'être belle. Il faut imposer un style, une aura. Carla choisit donc la discrétion comme posture. Elle ne rit jamais trop fort, ne parle jamais trop faux. Sur les shootings, elle est ponctuelle, presque austère. Mais une fois face à l'objectif, elle se transforme. Elle ne séduit pas, elle fascine. Cette façon qu'elle a de légèrement plisser les yeux, de faire de la distance une promesse, va devenir sa signature. Très vite, elle attire l'attention des plus grandes maisons, Dior, Givenchy, Paco Rabanne. En Italie, où ses origines lui donnent une aura particulière, Versace lui ouvre les bras. Mais c'est à Paris qu'elle s'ancre, là où tout a commencé. Sur les podiums parisiens, elle croise d'autres étoiles montantes, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer. Chacune a sa lumière. Carla, elle, a l'ombre maîtrisée. Elle est celle que l'on ne comprend pas tout de suite, mais qu'on n'oublie jamais. La presse commence à la surnommer l'intellectuelle des catwalks. Une étiquette qui lui plaît à moitié, mais qui reflète une vérité. Derrière chaque pose, il y a une intention. Derrière chaque regard, une pensée. Ce qui distingue Carla, c'est qu'elle ne cherche jamais à plaire. Elle impose. Elle ne supplie aucun créateur de l'habiller, ne court pas après les couvertures. Et pourtant, elles viennent. Vogue, Elle, Harper Bazaar. En moins de 5 ans, elle devient une figure incontournable, sans jamais crier, sans jamais forcer. Ce monde qu'elle avait observé de loin, depuis les bancs feutrés de Neuilly, est maintenant le sien. Mais elle n'en est jamais totalement dupe. Dans ses carnets, elle continue d'écrire, des textes, des impressions, parfois des vers. Comme si elle savait déjà que ce corps, qu'on photographie sous toutes les coutures, finira par changer. Mais que la voix, elle, peut durer. À 25 ans, Carla Bruni est l'une des images les plus demandées du monde. Et pourtant, dans ses yeux, il y a encore quelque chose d'absent. Comme si elle cherchait déjà la porte de sortie. Les années 1990 sont les années Carla. Sur les podiums, dans les coulisses, dans les pages glacées des magazines de mode, son nom résonne avec une force tranquille. Elle ne fait pas de scandale. Elle ne s'effondre pas sur scène. Elle ne court pas les after-parties. Et pourtant, elle est partout. L'élégance faite femme. Le mystère en tailleur haute couture. Son style ? Une sobriété racée. Tandis que d'autres supermodèles misent sur l'exubérance, Carla impose une beauté feutrée, presque froide. Elle ne joue pas. Elle incarne. Quand elle défile pour Chanel, c'est comme si le tweed avait trouvé sa muse. Quand elle marche pour Yves Saint Laurent, c'est tout l'héritage parisien qui s'éveille. Et quand elle prend la pose pour le mythique photographe Helmut Newton, c'est une Carla Bruni féline, androgyne, qui surgit, capturée dans une lumière crue, indomptable. Mais ce qui frappe le plus, c'est sa capacité à se réinventer à chaque shooting. Tantôt muse romantique,
Tantôt héroïne glaciale, elle devient un canevas vivant entre les mains des plus grands. Steven Meisel la compare à une peinture de Botticelli, fragile et souveraine à la fois. Gianni Versace, quant à lui, la décrit comme une présence qui ne parle pas, mais que l'on écoute. Son ascension prend une dimension internationale. Elle alterne les capitales comme d'autres changent de robe. Paris, Milan, New York, Tokyo. Elle partage l'affiche avec Cindy Crawford, Helena Christensen, Christy Turlington, mais ne cherche jamais à leur ressembler. Carla est à part, et dans cette différence, elle devient essentielle. Chaque campagne publicitaire où elle apparaît devient un événement. En 1993, elle est l'égérie de Guess. En 1994, elle illumine la campagne de Christian Dior. Les contrats affluent, les chèques deviennent vertigineux. Mais jamais on ne la voit perdre pied. Dans les coulisses, les jeunes mannequins l'observent avec une forme de fascination respectueuse. Elle ne crie pas, ne se plaint jamais. Toujours un livre dans le sac, toujours un mot doux pour le maquilleur, et toujours cette distance, polie mais inenfranchissable. Carla Bruni ne se mélange pas par snobisme, par nature. Ce détachement, cette lucidité peut-être, l'amènent à décliner plusieurs propositions. On lui propose des rôles au cinéma, elle refuse. On lui propose d'animer des émissions, elle décline. Elle connaît la valeur de son silence. Elle sait que ce que l'on ne dit pas a parfois plus de pouvoir que 1000 apparitions télévisées. Et puis il y a la musique. Déjà, à l'époque, elle gratte quelques accords sur une guitare, écrit des textes, murmure des mélodies dans les chambres d'hôtel. Peu de gens le savent, mais dans les moments d'attente entre deux défilés, elle s'évade en vers. La mode est un terrain de jeu, mais son âme, elle, cherche autre chose. À l'apogée de sa carrière, Carla fait un choix que peu comprennent. Elle ralentit. Elle se retire des défilés les plus courus, choisit ses collaborations avec parcimonie. Certains y voient de l'arrogance, d'autres une prémonition. La vérité est plus simple. Elle a atteint ce qu'elle voulait. Je suis un petit peu comme une robe qui pourrait ressembler à la robe portée par... Non pas la gloire, mais la maîtrise. Et une fois cette maîtrise atteinte, elle n'en a plus besoin. Carla Bruni, au sommet, ne s'épanche pas. Elle ne donne que très peu d'interviews. Quand elle parle, c'est avec mesure. Chaque mot est pesé, chaque sourire contrôlé. Elle est devenue plus qu'un mannequin. Elle est devenue une silhouette dans la mémoire collective. Une idée. Un souffle de velours qui traverse les époques. Dans l'univers millimétré de la mode, où chaque centimètre de tissu obéit à des diktats, Carla Bruni n'a jamais été un modèle docile. Derrière ses allures calmes, presque hiératiques, elle cache une détermination peu commune. Celle de ne jamais se laisser enfermer dans une seule image, une seule fonction, une seule norme. Le premier grand coup de ciseau à la norme, elle le donne en quittant volontairement les podiums alors qu'elle est au sommet. Pas de drame, pas de burn-out, juste un pas de côté. Elle choisit la musique. Une guitare, une voix basse, des mots choisis avec précision. En 2002, elle sort Quelqu'un m'a dit, un album écrit comme un murmure. Un souffle poétique à contre-courant de l'industrie. Personne ne l'attendait là. Et pourtant, le disque rencontre un succès fulgurant. Les critiques s'interrogent, est-ce une caprice de star ou la révélation d'un vrai talent ? Carla, elle, ne répond pas. Elle chante simplement, sans maquillage, sans artifice, avec une vulnérabilité rare. En cela, elle défie une première norme, celle qui veut qu'une femme belle reste silencieuse, décorative, confinée à son piédestal. Mais la plus grande provocation de Carla Bruni viendra quelques années plus tard, et elle n'aura rien à voir avec la musique. En 2007, elle rencontre Nicolas Sarkozy. Lui est président de la République, elle, chanteuse à la voix rauque, ancienne top modèle, éternellement liée à un certain libertinage esthétique. Leur romance fait scandale, les éditoriaux s'enflamment. Une première dame peut-elle avoir posé nue ? Peut-elle avoir aimé Mick Jagger et Eric Clapton ? Peut-elle avoir fait l'objet de photos érotiques diffusées dans le monde entier ? En d'autres termes, peut-elle ne pas être lisse ? Carla Bruni ne s'excuse pas, elle assume. Elle devient première dame de France avec la même sérénité qu'elle foulait les podiums. Et là encore, elle déroute. Elle ne renonce ni à son franc-parler, ni à son style. Elle s'habille comme elle l'entend. It's a work argentique. You couldn't retouch it. Continue de chanter, parfois dans des palais officiels, et refuse de devenir l'ombre d'un homme politique. Elle revendique son passé, ses choix, ses amours. Elle ne renie rien. Dans un pays habitué à la discrétion institutionnelle, sa liberté de ton passe mal. Mais elle tient bon. Elle ne joue pas à la rebelle, elle est simplement fidèle à elle-même. Et cette fidélité, elle la paye cher.
Pendant des années, Carla Bruni est la cible de caricatures, de railleries, d'attaques sournoises. On moque son accent, sa posture, son sourire jugé trop distant. Certains l'accusent d'avoir adouci l'image d'un président clivant. D'autres, au contraire, la perçoivent comme un cheval de Troie culturel trop glamour pour la République. Mais ce qu'on lui reproche au fond, c'est de ne pas correspondre au moule. Elle n'est pas la femme de, elle est elle, dans toute sa complexité. En interview, elle le dit sans détour. « Je ne regrette aucune de mes photos, même les plus osées. J'ai toujours décidé de ce que je faisais de mon corps et de mon image. » Une phrase simple mais puissante, dans un monde où tant de femmes subissent le regard des autres. En refusant la honte, en revendiquant sa sensualité passée, elle brise un tabou. Oui, on peut être une icône de mode, une chanteuse à texte, une épouse de président et avoir été nue en couverture d'un magazine. L'un n'efface pas l'autre, l'un complète l'autre. C'est cette cohérence dans l'indépendance qui fait de Carla Bruni bien plus qu'un mannequin. Elle est une énigme vivante, une figure qui dérange parce qu'elle ne demande jamais la permission d'exister. Elle n'a jamais été là où on l'attendait, et c'est précisément là qu'elle construit sa légende. Quand Carla Bruni entre à l'Élysée en 2008, les projecteurs ne s'éteignent pas, ils se font aveuglants. Ce n'est plus l'univers feutré des défilés ou l'intimité des studios d'enregistrement. C'est la vie sous microscope. Chaque mot, chaque geste, chaque vêtement devient matière à débat, et même son silence devient suspect. Elle pensait peut-être que sa notoriété passée lui avait forgé une carapace, mais la politique, elle, n'a rien d'esthétique. Rapidement, Carla devient une cible facile, trop riche, trop belle, trop distante. La presse people décortique sa gestuelle, la presse sérieuse l'ignore ou la méprise. Même les féministes s'interrogent. Est-elle une femme libre ou une caution glamour pour un pouvoir masculin ? On l'accuse d'être déconnectée, privilégiée, d'avoir tourné le dos à ses idéaux artistiques. On la soupçonne d'influence, puis d'effacement. À mesure que le mandat de son mari avance, Carla Bruni disparaît, lentement, subtilement. Moins d'apparitions publiques, moins de musique, moins de spontanéité. Elle devient l'ombre élégante d'un président dont la popularité décline. Elle sourit encore, bien sûr, mais ses regards se font plus flous, moins pénétrants, moins présents. Comme si elle avait compris que dans cet univers, son existence n'était pas un rôle, mais un fardeau. Puis vient 2012, la défaite électorale, la fin d'un cycle. Et avec elle, le retrait. Carla Bruni quitte l'Élysée sans fracas, sans éclat. Elle retourne à la musique, mais le monde a changé. Ses nouveaux albums reçoivent un accueil mitigé. Certains y voient une femme éteinte, d'autres une voix plus intime. Mais ce qui frappe, c'est l'indifférence. Elle, qui 10 ans plus tôt faisait trembler les murs du showbiz, ne fait plus de bruit. Son nom n'évoque plus le scandale, il évoque le passé. Entre-temps, Internet est devenu un juge impitoyable. Les anciennes photos ressurgissent, les rumeurs reprennent. Une image nue datant des années 90 est vendue aux enchères en 2008, alors qu'elle est première dame. Le cliché fait le tour du monde. On y voit une jeune Carla, le regard franc, le corps assumé. L'image aurait pu être célébrée comme une œuvre d'art, elle devient une arme, un prétexte à moquerie, à indignation, à jugement. Carla ne répond pas, elle laisse faire. Mais à l'intérieur, les failles s'ouvrent. Elle confiera plus tard avoir vécu une dépression silencieuse. Rien de spectaculaire, pas de larmes publiques ni de rechutes spectaculaires, juste une lente dissolution dans le silence, une fatigue profonde, une difficulté à retrouver sa place. Glamorous picture, but I think he helped the album to make people understand that was a... Elle qui avait toujours su se réinventer ne sait plus vraiment où exister. Trop ancienne pour les nouveaux codes, trop marquée par la politique pour redevenir chanteuse légère, trop intègre pour céder à la caricature. Même dans sa vie privée, les tensions émergent. Des journalistes évoquent un mariage en crise, des désaccords profonds entre elle et Sarkozy sur leur vie post-politique. Des proches affirment qu'elle aurait voulu quitter Paris, fuir ce passé trop lourd. Mais elle reste. Et dans ce rester, il y a peut-être une forme de renoncement ou de résistance. Elle tente un retour artistique en 2017, puis en 2020 avec un album éponyme. Les critiques sont polies, parfois tendres, parfois condescendantes. Mais le feu n'y est plus. Carla Bruni n'est plus l'événement. Elle est une note douce dans le vacarme du monde. Une présence fantomatique dans un paysage culturel qui est basculé vers l'instantané, le clash, le bruit. Et pourtant, malgré cette disparition progressive, elle reste là, par bribes. Une apparition dans une émission, un post sur Instagram, un mot lâché dans une interview.
comme si elle avait compris que dans ce siècle trop rapide, mieux valait se taire que d'exister à moitié. Aujourd'hui, quand on prononce le nom de Carla Bruni, il flotte un parfum étrange, un mélange de nostalgie, de fascination et d'incompréhension. Elle n'est plus sur les podiums, elle n'est plus dans les journaux, elle n'est plus au pouvoir. Mais elle est toujours là, dans les mémoires, dans les regards, dans les interstices d'une époque révolue. Que restera-t-il de Carla Bruni quand les défilés seront oubliés, les présidences effacées, les disques rangés dans les étagères poussiéreuses? Une voix, un regard, une silhouette qui glisse entre les époques sans jamais se figer? Elle n'a jamais été là pour plaire, elle n'a jamais revendiqué de révolution. Et pourtant, en filigrane, elle en a mené une, celle de la complexité. À une époque qui voulait classer les femmes, belles ou intelligentes, muses ou politiques, discrètes ou provocantes, Carla Bruni a répondu par la nuance. Elle a été tout à la fois, sans demander l'autorisation. Son héritage, ce n'est pas une carrière linéaire ou une success story brillante. C'est une trajectoire en ellipse. Une femme qui avance, s'efface, revient. Une femme qui a compris très tôt que dans le vacarme du monde moderne, le vrai luxe est de choisir son silence. On l'a dit oublié, mais peut-être est-ce nous qui avons oublié comment écouter ceux qui murmurent. Carla Bruni, c'est une mémoire vivante d'un temps où l'élégance n'était pas une performance, mais une posture intérieure. Elle n'a pas disparu. Elle s'est juste retirée là où on ne l'attend plus. Alors, si elle réapparaissait aujourd'hui, serions-nous prêts à la voir vraiment ou continuerions-nous à chercher des icônes dans les reflets les plus bruyants du monde ?